J'aimerais vous entendre sur les chiffres, sur la réalité des chiffres. Est-ce que dans tout ça, c'est le signe d'une forme d'affolement en Europe de l'Ouest où on se rend compte tout à coup que les armées ne sont pas prêtes, ce qui n'est pas normal. Un pays souverain doit être prêt à toute éventualité guerrière. On va écouter ce que disait le général Palomero sur notre antenne. Il est le Français qui a été le plus haut dans la hiérarchie de l'OTAN. Et il dit même en matière d'avions, la bataille du ciel, c'est tellement essentiel, eh bien il y a un retard actuellement de l'Europe de l'Ouest et c'est évidemment très inquiétant. Nous avions, quand je suis rentré dans l'armée de l'air, en l'occurrence, 450 avions de combat. Ils n'étaient peut-être pas le même. Il y avait un équilibre de la terreur, mais c'était un équilibre. Chacun se respectait, il y a eu l'équilibre nucléaire. Là, on a vécu un vrai déséquilibre en Europe. On a désarmé unilatéralement. Est-ce que c'est la réalité des prix? Regardez les chiffres de la part de PIB qui est investie dans l'armée. C'est le meilleur révélateur ce sont des contribuables, des citoyens contribuables, polonais, américains, anglais, français, néerlandais, qui payent ou qui ne payent pas. Un pays normal, souverain, il assure sa propre défense. Les Polonais font un effort colossal, 4,5. Les États-Unis, 3,4. Le Royaume-Uni sont à 2,3. Et après, ça baisse quand même. La France, 2,1. Les Pays-Bas, ils remontent de très loin. Les Pays-Bas, ils étaient tout en bas. En réalité, est-ce qu'au-delà de défaitistes, bellicistes, etc., le problème est là? Le problème, il est là depuis longtemps. On est resté sous le parapluie nucléaire en croyant que rien ne se passerait. Et on s'aperçoit qu'il y a des conflits comme celui de l'Ukraine aujourd'hui, de la Russie, où on revient à des affrontements, j'allais dire, plus conventionnels. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a pas de chars, on manque de munitions, on manque d'équipements. Il y a de la modernisation de l'ensemble des armes aujourd'hui de nos concurrents, même si la France n'est pas non plus en retard, par exemple, en matière d'aviation. Il faut arrêter de dire... En revanche, elle est en retard sur les drones, par exemple. Et c'est là où on a raté quelques matchs, si je puis dire, sur l'armement. Donc, il faut effectivement rattraper le retard. Mais, encore une fois, qui était aux manettes pendant autant de temps? Il faut quand même pointer les responsabilités. La meilleure armée d'Europe aujourd'hui, c'est l'armée ukrainienne, d'abord parce qu'elle est confrontée à un conflit de haute intensité et parce qu'en termes d'équipement, elle adapte avec une rapidité phénoménale ses drones, par exemple, ceux qu'elle produit ou ceux qu'elle importe à la réalité du terrain. Vous disiez tout à l'heure, on a laissé tomber nos industries de défense, ça n'est pas vrai. On a des fleurons et heureusement qu'on les a. On a une dissuasion nucléaire et heureusement que nous l'avons et qu'elle est totalement autonome et c'était un choix qui a été poursuivi à juste titre, mais quand vous montrez les chiffres tout à l'heure du PIB, c'est d'ailleurs ce que disait le chef d'état-major des armées, quand il disait qu'il va falloir faire des choix économiques qui peuvent être douloureux pour remonter nos dépenses de défense. Est-ce qu'on a été irresponsable plus pendant la guerre froide? Est-ce qu'on a été irresponsable par rapport à la guerre froide? C'était pas la guerre froide, on était Laurent prêts. Fabius qui nous disait on va profiter des dividendes de la paix, et la simple diplomate que j'étais à l'époque, on avait des frissons dans le dos en se disant mais qu'est-ce qu'on en sait de la paix? Est-ce qu'on en sait des menaces? Et est-ce que vraiment c'est raisonnable? Quand Donald Trump nous dit, finalement, vous avez vécu, vous, Européens, pas notamment vous, Français, mais vous, Européens, vous avez profité de la défense que nous vous avons offerte. Il a raison. C'est nous qui avons payé. Et en fait... notre État-providence, notre confort, notre solidarité sociale était d'autant plus facile que c'était quelqu'un d'autre qui payait pour la défense. Voilà. On va dans quelques instants voir de quelle façon Poutine est en train de montrer les dents pendant ce temps, mais j'aimerais vous entendre encore là-dessus un moment. Est-ce que les Américains ont raison? Trump, mais Biden avant lui, quand il disait, mais vous, là, les Européens, il faut que vous assuriez votre défense vous-même. Vance a dit ça aussi. Vance a dit ça aussi. Est-ce qu'ils ont eu raison contre nous? Ils nous ont aidés en quelque sorte, parce qu'il y a des choses qu'on a commencé à faire, et notamment au niveau européen, si on veut dépenser plus, on va essayer de dépenser mieux, de le faire de manière moins éparpillée, parce que quand on dépense chacun dans son coin, ça coûte très cher. Des choses que quand on fait ensemble, ou quand on achète ensemble, ça coûte moins cher. On est en train de faire ça. Louis Alliot. On a été en deçà de ce qu'il aurait fallu faire, mais on a fait quand même. Et puis, encore une fois, le parapluie nucléaire a masqué beaucoup de choses. Donc on maintenait la dissuasion nucléaire. Attention, on maintenait aussi la projection de troupes, notamment en Afrique, au Sahel, où les Américains, au sol, ils n'étaient pas. Ils étaient dans le ciel, si je puis dire, mais ils n'étaient pas au sol. Quand on est allé au Sahel, au Mali et ailleurs, c'était les Français qui étaient... Qui a payé cet effort de guerre contre le terrorisme au Sahel? C'est la France avec qui a des morts, payé. Il faut rappeler toujours, beaucoup de morts, plus de 50 morts. Et des partenaires européens qui ont amené leur aide logistique, des choses comme ça. Mais ce sont les Français qui ont payé. Et à ce moment-là, l'Europe a été bien absente
pour faire payer sa quote-part à l'armée française. Et ça, personne ne l'avait dit à l'époque. Il faut reconnaître aussi ce courage-là de la France, de s'être projeté de l'autre côté de la Méditerranée pour lutter contre le terrorisme qui, lui, touchait l'ensemble des pays européens. Merci beaucoup, et à l'un et à l'autre. On va continuer avec ces images et d'autres informations nous arrivent de cette mise en scène, et c'est plus qu'une mise en scène, c'est une apparition très offensive de Vladimir Poutine. Là, aux portes de l'Europe, il est dans le quartier général de la direction des opérations en Ukraine. Il revendique la prise de Kupiansk, ce qui est beaucoup plus que ça. Il revendique même le piège dans lequel ses armées auraient réussi à faire tomber des milliers d'Ukrainiens. Écoutez-le. Camarades officiers, chers camarades, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais entendre le chef d'état-major parler de la situation dans la zone de responsabilité du groupement de troupes Ouest. Camarades commandant-chef suprême, les unités d'assaut du groupe Nord progressent avec succès dans la partie sud-est de Volchansk. À ce jour, plus de 80% de la ville a été libérée. Les unités du groupe Ouest ont libéré la ville de Kupiansk et continuent de détruire les forces ukrainiennes. Et bonsoir Sylvie Berman, et bonsoir Elisabeth Shepard-Selam, et bonsoir Sergueï Girnov. Michel Goya, qu'est-ce qu'on peut, en regardant ces images, on va voir les cartes, on va voir certaines des images de combat à Kupiansk, pour l'instant conjecturer sur, en effet, l'avancée des troupes russes dans la région? Rappelons la stratégie générale russe qui est d'exercer une pression à peu près partout, d'attaquer à peu près partout, de grignoter et petit à petit d'essayer d'étouffer certains bastions urbains. En face, les Ukrainiens, eux, mènent une défense qui se veut élastique. C'est-à-dire qu'ils échangent un petit peu de terrain, ils gagnent beaucoup de temps en infligeant un maximum de pertes aux Russes. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne à condition de ne pas forcément s'accrocher toujours au terrain. Et le problème opérationnel qu'ont eu les Ukrainiens à plusieurs reprises, depuis au moins Severodonetsk à l'été 2022, mais aussi à Bakhmout, mais aussi à Soudja, à Koursk, à Pokrovsk maintenant, et peut-être à Kupiansk, c'est qu'ils ont du mal à se replier à temps. Et à partir de là, tous les gains qu'il y a pu y avoir en infligeant des pertes à l'adversaire sont d'un seul coup annulés par des formes de pièges dans lesquelles il est très difficile de se sortir. Là, concrètement, les Russes sont en train de peut-être prendre la main sur Kupiansk. Alors Kupiansk, c'est une ville, donc on l'a vu sur la carte, qui est au nord, sur la province de Kharkiv, c'est une ville moyenne. C'est une importance un peu symbolique parce que c'était aussi le lieu d'une sévère défaite quand même des Russes en septembre 2022. Et surtout, c'est une ville. Et une ville, ça veut dire prendre une ville, c'est une victoire. Voilà, les noms de victoire, c'est des noms de villes. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une victoire qui s'approche. Pour les Russes, ça peut rester encore pendant des jours et des semaines. On se rappelle, aussi, mais sur la place rouge, il y a les villes, il y a des villes héros, il y a des personnages héros. Et donc voilà, donc on est, les Russes sont à deux doigts, au nord et au sud à Pokrovsk, à avoir des victoires, c'est-à-dire à planter des drapeaux sur des villes. Ok. Maintenant, pour autant, ce ne sont pas des victoires décisives. L'Ukraine ne va pas s'effondrer, et puis on est reparti sur un autre cycle de combat pendant des mois et des mois. Donc vous posez la question des villes héros, mais il me semble qu'à Moscou, Kiev est une ville héros également. Oui. C'est sûr et certain. Oui, il y a Odessa, il y a non, mais bien sûr. Kiev. Kiev non, mais là, le problème, c'est pas uniquement militaire. Le fait de rester jusqu'au dernier moment, c'est des décisions souvent politiques pour effectivement de ne pas donner l'impression d'un échec. Ça avait été le cas pour Bakhmout parce que à ce moment-là, Zelensky allait à Washington et voulait effectivement présenter cette héroïque résistance. C'est un peu la même chose pour Pokrovsk en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut dire que Pokrovsk, ça change rien? Parce que c'est peut-être moins un nœud logistique que ça l'a été, mais il n'empêche que les défenses, au-delà, c'est la plaine. Et c'est beaucoup plus difficile de protéger au moins l'avantage des combats, des opérations aussi lentes, il y a 18 mois pour prendre Pokrovsk, c'est que c'est pas fini, c'est que ça laisse au moins le temps de préparer la suite, malgré tout. Et donc derrière Pokrovsk, il y a déjà des lignes de défense qui sont déjà organisées. De la même façon, dans la région de Kupiansk, c'est déjà également organisé. Donc les combats seront toujours aussi lents. À la suite. Lent et âpre. Regardez, ces combats sont des combats précisément dans la ville, ou en tout cas dans les faubourgs de Kupiansk.
Alors, question, Sergueï Girnov, et vous regardez sur ces images, on peut les repasser, là où on voit, alors je ne sais pas si on est dans le faubourg, en centre de Kupiansk, mais enfin, ce sont des combats vraiment rue à rue. Hein. C'est rue à rue dans les ruines, hein, parce qu'il faut rappeler que ces villes ont été conquises par les Russes au début de la guerre, ont été perdues par les Russes en septembre-octobre 2022, et là, les Russes ont essayé de les récupérer. Je veux vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez. Là, on a parlé des villes héros. Stalingrad, à l'époque de la bataille de Stalingrad, c'était une ville de 900 000 habitants. 900 000 habitants, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient partis de Moscou, enfin de la partie centrale du RSS, pour se cacher là-bas. Donc c'est les grandes villes. Leningrad, c'était une ville de plus d'1 million d'habitants. Moscou, Kiev, c'était les villes de plus d'1 million d'habitants. Volchansk, 70 km², 17 000 habitants. 17 000 habitants pour 70 000. Kupiansk, 27 000 habitants pour 33 km². Pokrovsk, 30 km² pour 60 000 habitants. Ça veut dire que c'est minuscule, c'est rien du tout, et en plus, c'est faux ce que Poutine a raconté. Parce que, donc, Volchansk, ils ont commencé l'opération en mai l'année dernière. Ça fait presque plus d'1 an et demi qu'ils essaient de combattre. Ils ont dit, à 80%, ils ont reconquis Volchansk. C'est faux, c'est 35%. Pokrovsk, c'est la même chose. Ils ont dit 70% sont conquis, c'est faux. Kupiansk, c'est pareil, c'est faux. Poutine fait de la publicité et aussi il répond au plan de paix de Trump. Et il met l'uniforme militaire, il se présente comme chef de guerre et il dit clairement « je ne veux pas arrêter cette guerre ». Et on entre vraiment dans le cœur du sujet, parce que comme vous le dites, comme certains le soulignent, il n'arrive pas à prendre des villes d'importance moyenne, et en même temps, on a la France qui dit « ah là, attention, là, d'ici 2030, il faudra être prêt ». Donc il voit des contradictions. Il répondrait tout à l'heure, est-ce qu'il y a ou non contradiction? D'abord, rejoignons Gwendoline de Bono à Kiev. L'état des informations sur cette avancée fut-elle limitée des Russes? Oui, alors il est vrai que les forces russes ont réalisé des avancées majeures dans la ville de Kupiansk ces derniers mois, mais ce matin, il reste bien des soldats ukrainiens dans le sud de la ville notamment. Vladimir Poutine, comme souvent, déclare une victoire avant qu'elle ne corresponde aux faits. Ceci dit, les forces ukrainiennes n'ont absolument pas les moyens de contre-attaquer à Kupiansk, c'est certain. Nous étions dans cette ville de Kupiansk il y a 4 mois et déjà les forces ukrainiennes s'étaient fait déborder par les forces russes et avaient le plus grand mal à contenir cette poussée russe vers l'intérieur de la ville. Les routes logistiques étaient déjà ciblées et sous le feu des drones russes. Ceci étant, cette annonce de Vladimir Poutine, il faut la replacer dans le contexte du plan américain soumis à l'Ukraine. La situation pour les Ukrainiens est rude sur le front et le président russe s'en sert pour mettre la pression.